Donc là, on s'est dit que pour présenter cette idée de nos codes et le rendre accessible à tous, l'idée c'était d'avoir une application donc sur téléphone in fine et sur écran internet, de façon à gérer une réservation d'outillage, parce qu'en maintenance, on a des outils, des moyens collectifs, et le jour où on en a besoin, évidemment, c'est une autre équipe qui en a pris possession, et les GMAO le gèrent, ce genre de sujet, mais là, on s'est dit que c'était un exemple à prendre en compte et à voir comment ça pouvait se créer. Donc Jean-Claude, eh ben, je te laisse la main pour nous présenter cette idée, ce projet et comment ben, on arrive à le mettre en œuvre, voilà, facilement. Merci Didier. Donc, tout d'abord, donc Jean-Claude Etchegoyen, je suis donc, le responsable formation et de l'onboarding des clients sur Visio, sur Adotech. Donc voilà, dans l'applicatif qui a été pensé pour cette présentation, c'est un outil de gestion de ressources, de moyens matériels disponibles dans une ou plusieurs usines. L'objectif était d'avoir une application RASS, rapide, simple et suffisant pour que les utilisateurs soient capables de réserver les équipements pour une intervention qu'ils ont prévue dans 2, 3, 4 jours, etc. D'accord. Donc, une interface qui doit effectivement être soit sur PC, soit sur mobile, et comme un petit peu a dit Maximilien, qu'elle soit à la portée de tout type d'utilisateurs, de ceux qui ont absolument pas d'utilisation d'informatique ou ceux qui sont constamment sur le PC. Voilà. Pour, pour le Donc, dire pour le dire autrement, Jean-Claude, une application conviviale et qui soit intuitive à l'utilisation, qu'on n'ait pas besoin d'une notice exactement, d'utilisateur. exactement. Et quelque chose qui ressemble un petit peu à ce dont ils ont peut-être l'habitude d'utiliser, style Le Bon Coin ou autre plateforme d'achat de produits, etc. Donc, voilà un petit peu l'applicatif. J'ai la possibilité de voir mes réservations, tout ce que j'ai fait, et j'ai la possibilité de réserver mon produit. Lorsque j'essaye de réserver mon produit, j'ai l'applicatif qui me donne la visu de l'outil que je veux, que je souhaiterais, la définition, la marque, et pour être sûr de ce que je veux, je peux cliquer sur le produit et j'ai le détail du produit qui apparaît avec automatiquement la possibilité de réserver le produit via un calendrier tout simple. Je peux le réserver sur une seule journée ou sur X jours. Pour que l'utilisateur soit vraiment sûr qu'il a bien fait, on met en surbrillance les jours qu'il a utilisés, qu'il a sélectionnés, et ensuite il suffit juste de réserver. Toujours pour que l'utilisateur soit vraiment serein sur ce qu'il vient de faire, on lui redonne le produit qu'il a choisi, les dates, et on lui demande de confirmer. Donc il y a très très peu d'erreurs possibles, ce qui va rendre un petit peu confiant l'utilisateur sur sa démarche à lui et en même temps sur le produit, sur l'applicatif. Et je viens confirmer, c'est bon, j'ai bien réservé pour toi le produit que tu vas pouvoir retirer sur le magasin numéro un. Tac. Et automatiquement, je vois à l'écran que personne d'autre ne pourra utiliser réserver ce produit-là, puisqu'il est réservé pour moi. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est le code couleur rouge qui nous dit que l'outil n'est pas disponible à ce moment-là. Il est réservé, je ne peux plus le réutiliser. Et là, la présentation que tu nous fais, c'est en mode PC. C'est en mode PC, on verra en mode mobile dans quelques instants. OK. D'accord. Je peux voir mes réservations, je retrouve la réservation que je viens de faire et je peux évidemment la supprimer.
Voilà, je confirme comme quoi la réservation est annulée. Si j'essaye de revenir sur la réservation, elle est toujours dispo. Alors, quelque chose d'important dans la gestion des outillages ou tout type d'outils au niveau de l'industrie, un utilisateur risque de casser l'outil ou de se retrouver dans le magasin avec un outil qui soit cassé. Et il faut donner confiance à la personne que casser un outil, ça peut arriver à tout le monde. Donc, il faut qu'il soit capable de dire lui-même, j'ai fait ou j'ai un produit qui n'est pas bon, je vais le faire de suite, je réserve mon produit. Voilà, c'est la même démarche. Et lorsque je regarde mes réservations, alors on va voir tout à l'heure, c'est depuis sur le mobile que je vais le faire, je vais le faire de suite. Je vais partager mon écran De ton téléphone? de mon téléphone. Ok, donc là on passe de ton écran PC à ton écran Voilà. téléphone. Donc pour Ok, voir un petit peu, je suis capable de basculer de l'un vers l'autre. Voilà. Hop. Le plus long, c'est le partage au niveau de l'écran PC ouais. pour que vous puissiez voir l'écran. Voilà. Je vais juste me connecter. Je vais voir les réservations de ma perceuse. Si j'essaye de réserver, je suis sur un autre utilisateur là, hein. Vous voyez que je ne peux pas le réserver. Si par contre, je, je vais annuler, hop, je vais réserver, hop, c'est l'autre, pardon. Je vais réserver ici depuis le téléphone, ça va être plus simple. Je vais juste repartager mon écran. Hop, hop, hop. Voilà. Je vais réserver une autre machine. Voilà, celle-là. Alors, juste Jean-Claude, je précise là pour les gens qui suivent l'événement, la souris, comme tu es en tactile, on ne voit pas tes actions sur Voilà, l'écran du là, téléphone. je manipule Voilà. mon téléphone, hein. On ne voit que les résultats de tes Ah, tout à actions, fait, mais il n'y a pas de souris sur le téléphone, donc on ne voit tout pas à ce que fait. tu fais. On ne voit que le résultat. Voilà, donc là, je vais cliquer sur réserver pour réserver la machine. Voilà, et si je vais dans mes résas, j'ai mes réservations qui sont disponibles. Vous voyez que les réservations futures, je ne peux que les supprimer. Les réservations qui sont actuellement disponibles, je peux emprunter le matériel et faire une demande d'intervention. Donc, pour pouvoir emprunter un produit, c'est-à-dire que je vais vers le magasin, je vais pouvoir emprunter ma visseuse. Il me demande d'aller scanner le produit. Donc, on arrive sur les QR codes, en fait. Je vais scanner. Hop, s'il veut bien, on va présenter la fait comme ça. Voilà. Le système dit que je viens d'emprunter, donc du coup, je fais ma gestion de stock en même temps de manière très simple via un QR code. Maintenant, vous voyez qu'en haut, j'ai restitué, mais je peux aussi faire une demande d'intervention. Ma Dans le cas machine où, par tombe en exemple, panne. dans le cas où Voilà, l'équipement que tu viens de prendre, en fait, la batterie est à plat, il est inutilisable, exactement, et tu n'as pas la exactement, batterie de rechange qui irait bien. exactement. Je vais faire donc une demande d'intervention. Toujours pour tranquilliser l'utilisateur, c'est je vais lui dire je lui dis que tu es sur le point de faire une demande, veux-tu continuer? Oui. Et là, il me demande des fois rencontrer. Mais ce que tu disais, Didier, batterie HS. Ouais, c'est souvent le cas. La batterie ne charge plus. Et là, je peux choisir si le produit en l'état est utilisable ou pas. Je vais lui dire produit inutilisable. Donc là, tu coches, ouais, d'accord. Je coche, je ne peux pas utiliser ce produit-là. Et je valide. Et là, vous voyez, je viens de créer sur D-Moment une demande d'intervention qui est concrètement la 173.
Et j'ai le processus qui me dit que de retourner le produit au magasin afin que les équipes de maintenance puissent entreprendre les actions nécessaires, etc., etc. Et là, il me demande de confirmer le blocage, vraiment parce que je veux vraiment le bloquer. Oui, voilà. Donc là, je viens de bloquer Donc il n'est plus réservable par qui que ce soit. exactement. Vous Tant voyez, que l'opération, tant que il n'y aura pas quelqu'un qui aura clôturé cette demande d'intervention, en fait. exactement. Ah ouais. J'ai 10 mots qui envoient via web service, via les API, une information à Vision en disant ce produit-là n'est plus disponible. Et donc au Et donc, catalogue, il du coup, apparaît plus là. il n'apparaît plus dans la liste de mes outils réservables. Ok. D'accord? Si je vais dans Dimo, hop, hop, je vais me reconnecter à Dimo. Voilà. Voilà, si je regarde les demandes d'intervention, Ah oui, il y a je une vais DI à avoir traiter. la 173, celle que j'ai créée depuis mon téléphone. Donc là, on est dans la GMAO, d'Imo Maintenix. Exactement, dans Gemma Dimo, j'ai la possibilité, le technicien de maintenance a l'information avec le commentaire. Ah ouais, on retrouve toutes les infos que tu avais saisies dans Vision, qui sont maintenant dans Exactement, la GMAO. exactement. Et l'équipement, si je vais voir les équipements, Vivian a demandé, je vais juste trier ça, voilà. La perceuse visseuse Bosch, elle n'est plus en service. Si je regarde, effectivement, cette perceuse est en réparation parce que Vision l'a mis en réparation. Le fait d'avoir coché que le produit n'était pas disponible vient écrire ou dire à Dimo que ce produit-là n'est plus en service. Ah oui, puis dans la GMAO, c'est déclaré comme étant un équipement, c'est-à-dire comme un équipement, une machine en production, une installation d'exploitation. Mais là, ici, le type d'équipement est déclaré en outillage. Donc, en fait, on Voilà, peut gérer son outillage de maintenance, son outillage collectif, ses moyens d'accès, etc., comme étant un équipement à part entière sur lequel on a des actions de maintenance à faire pour pouvoir faire la maintenance en exploitation-production. OK. exactement. Tous les produits que j'ai utilisés dans mon application sont dans un type d'équipement de type utile, outillage et EPI, donc regroupés dans une même famille, on va dire, un même type d'équipement. Donc là, la GMAO permet de gérer tout Exactement. type d'équipement et de les différencier et de savoir ce qu'on... Ouais, super. Exactement. Et là, si le technicien de maintenance, finalement, il le remet en production, si je repartage mon écran au niveau de mon mobile, juste, Il va avoir réapparu au catalogue? voilà, il va réapparaître parce que Dimon, dès que j'aurai le temps de rafraîchir, il Ah oui, réapparaît parce que Dimon, sur Dimo, il est de nouveau disponible. Donc, vous voyez, les deux systèmes agissent en commun via, interagissent. Ouais, voilà, interagissent. Donc, ils se communiquent des données via ce qu'on appelle web service ou les API. ok. À chaque fois qu'il y a une mise à jour qui est faite sur l'un ou sur l'autre, il y a cette mise à jour qui se fait. Et Alors donc, du peut-être coup, que maintenant tu vas nous présenter justement comment on arrive à ce résultat. exactement. Comment on On va fait ça voir avec le no-code Vision? Donc avec l'outil exactement. studio, avec donc il y a de la donnée à gérer, il y a de l'affichage à gérer, il y a de l'interface utilisateur à gérer. Ah, mais tu connais bien. Alors, Vision est donc une application qui, comme disait Maximilien, permet de créer ses propres applications. Elle se compose de plusieurs parties. La partie la plus visuelle, celle qui est vraiment en communication avec l'utilisateur, c'est la partie graphique.
La partie graphique, donc j'ai deux éléments ici. J'ai soit la version PC, soit la version mobile. Donc c'est celle qu'on a pu voir Sur ton téléphone? sur le téléphone et celle-ci sur la partie PC. Ouais. Et on va créer nous-mêmes notre menu et tous les éléments que je souhaite montrer à l'utilisateur. Pour ça, donc, on va utiliser des éléments qui se trouvent dans le menu à gauche de l'écran, des boutons. On a à disposition des boutons, des images, avec des bibliothèques d'images, des carousels d'images. D'accord, c'est ce qui a été mis ici, par exemple, pour voir les différents produits. La mise en place de texte, des outils de navigation. On va retrouver sur la partie mobile le menu qui est utilisé, c'est un système de navigation. Documents, bon là, dans cette application, il n'y a pas de documents, mais des formes comme des rectangles, des cercles, etc. Des boards, alors là, c'est très intéressant. Dans cette application, il n'y a pas, mais on peut faire l'équivalent d'un tableau blanc avec des post-it, où on est capable de passer un post-it d'un état à un autre, avec un simple glisser. C'est, par exemple, j'ai un équipement qui est bloqué, je peux le déplacer juste en le mettant sur une autre partie de l'écran en disant qu'il est disponible à l'utilisation, par exemple. D'accord. Donc une Des éléments fonctionnalité graphique. graphiques, des éléments de système. Alors, on a la possibilité de mettre des notifications, c'est-à-dire que chaque utilisateur pourrait recevoir directement dans son applicatif une notification lui disant qu'un nouveau message vient d'apparaître et il peut répondre ou pas à ce message. Donc, Ah il oui, sait combien il a de messages en attente. comme l'histoire de cette perceuse qui est finalement en panne et pas utilisable, il serait notifié que la perceuse qu'il a réservée vient d'être déclarée comme étant non utilisable, par exemple. Par exemple, c'est une Ah, ok. possibilité. D'accord? Voilà. Après, on va pouvoir déclarer des en-têtes. Le logo, par exemple, le logo et toute la barre du haut, c'est une en-tête. Le pied de page. Alors, l'avantage, c'est qu'en fait, l'en-tête et le pied de page restent toujours visibles à l'écran et bougent tout ce qui est au milieu. Voilà. Et les tableaux, où on va être capable de faire en quelques instants un tableau de données avec la présentation des différentes données que l'on souhaite présenter. Voilà. Donc ici, on se retrouve sur cette partie graphique où il y a des textes. Chaque texte peut être modifiable. Je vais pouvoir définir la position, la taille, la disposition du texte. Je vais pouvoir, vous voyez, je peux le mettre au milieu, à droite, à gauche, en gras. Donc je fais vraiment ma présentation à moi. Je vais pouvoir définir la couleur du fond, les bordures, etc. Donc là, je rentre vraiment dans le détail de l'écran que je souhaite montrer. Même chose pour les images. Je vais pouvoir choisir le type d'image que je veux présenter avec le nombre de pages d'images par écran, etc., etc. Voilà. Ensuite, il y a on le verra dans quelques instants, mais chaque page utilise ce qu'on appelle des données qui proviennent des bases de données dont parlait Maximilien tout à l'heure. D'accord? Chaque base de données, chaque donnée est associée à une page. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la page est chargée, cette page va aller chercher la donnée nécessaire à montrer en fonction de ce qu'a choisi le client. Et ici, par exemple, je choisis que pour référence, je veux présenter de ma base de données utilisateur, je veux montrer par exemple le nom de l'utilisateur, le prénom, le rôle. C'est moi qui choisis ce que je veux présenter à chaque endroit de la page.
Oui, donc là, c'est Là, j'ai choisi la sur produit référence. référence. Voilà. Donc, je vais le trouver ici, dans produit, et j'ai le produit référence qui est là. OK. J'aurais pu mettre la référence du fabricant. Et que c'est moi qui choisis vraiment ce que je veux montrer. D'accord? Ouais. Donc, l'utilisateur, une fois qu'il a créé sa base de données, on le verra maintenant comment on le fait, il va pouvoir montrer à l'utilisateur chaque élément de sa base de données. On va travailler en mode objet. Voilà. OK. D'accord. Très Voilà, intéressant. et bon, la même chose, hein, si on regarde la partie mobile, c'est la seule différence que l'on a, c'est la taille de l'écran. On va, on va paramétrer la taille de l'écran et disposer les différents éléments en fonction de cette taille de l'écran. Ah oui. OK. Voilà. OK? Super. On Donc, retrouve un petit peu les mêmes modes de mise en œuvre qu'on peut avoir quand on fait un site internet WordPress ou des choses comme ça. C'est ces exact, interfaces graphiques qui deviennent la base de la programmation internet aujourd'hui. exactement. Avec en plus la possibilité de mettre les différents champs que l'on souhaite. Ouais. On va plus Donc, donc, loin que les sites internet où on va aller vraiment aller chercher la donnée au bon moment. donc là maintenant, ben justement, tu vas peut-être nous Oui, parler de l'organisation de ces données. de la donnée, exactement. Donc, cette donnée se fait dans le data modeler. Par exemple, un produit, pour définir un produit, je vais lui dire, voilà les données qui permettent de définir pour moi ce qu'est un produit. C'est quoi? C'est une référence fabricant, un état de produit, une marque, une référence, une désignation, type produit, localisation et détail du produit. Comme disait Maximilien, à tout moment, je peux rajouter des nouveaux champs. Je vais mettre par exemple la couleur. Cette couleur-là, le fait de l'avoir rajoutée va donner à un produit une caractéristique supplémentaire. Hop, voilà. Le champ que j'ai rajouté donc s'appelle couleur. Je peux lui dire s'il est de type booléen, vrai, faux, oui, non, numérique, texte, date, heure, date et heure, ou alors carrément le lier à un autre, on va dire une autre base, à un autre, c'est ce que j'ai ici, par exemple, les réservations du produit. Je viens lier mon produit aux différentes réservations. Mais le gros avantage, vraiment, c'est qu'à chaud, je peux rajouter des nouvelles caractéristiques à mon produit. Sans perturber toutes les autres bases de données. Et tu n'en feras Exactement. usage à un moment donné que pour une fonctionnalité particulière que tu souhaites. Soit c'est une amélioration graphique, soit c'est une amélioration de stockage de données, soit ça peut contribuer à des calculs, des automatismes plus tard. Exactement, Ouais. exactement. On peut mettre des dates, on peut mettre des couleurs, on peut mettre vraiment ce que l'on veut derrière et réutiliser cette donnée pour faire les traitements que l'on souhaite derrière. On verra Ok. là tout à Ça, l'heure ça- dans les workflows. Ça, c'est Ouais, une vraie, Maximilien? c'est une vraie force aussi. Je me permets parce que ça a été vraiment très apprécié, autant pour les utilisateurs finaux de la GMAO, de pouvoir en temps réel bénéficier de mises à jour, de modifications, sans être obligé de se dire attention, la GMAO ne serait pas utilisable de telle heure à telle heure parce qu'il y a une mise à jour. Ça, c'est génial. Et pour nous aussi, quand on développe ce type de produit, c'est de pouvoir se dire ah, je vois qu'il y a une anomalie à cet endroit-là, je vais sur l'outil, je fais la modification, je publie. C'est transparent pour l'utilisateur, complètement transparent. Et de pouvoir aussi, dans les bases de données, de se dire qu'une base de données n'est pas figée, c'est pas parce qu'on part sur une base de données où il y a 4 champs que demain, bah, si on va la reprendre, faut tout revoir, faut. Non, 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 on rajoute des champs sur une base de données où il y a déjà peut-être 15-20 champs. Si on veut encore rajouter pour faire un lien avec un autre champ, on peut le faire à n'importe quel moment
pendant l'utilisation. Ça, c'est une force aussi qui est très appréciée. Oui, je crois que ce qui est important, ce que tu dis, c'est pendant l'utilisation. C'est-à-dire que on n'interdit pas l'utilisateur de continuer et dès que tu publies, tu dis OK, cette modification maintenant, on la met en application utilisable à tous. Bah, Tout tout le à fait. monde l'a instantanément et sans avoir été perturbé par le fait Exactement. d'avoir apporté cette Exactement. modification. Ça, c'est une force. Enfin, honnêtement, d'habitude, les logiciels, comme on peut connaître, souvent, il y a des mises à jour, ça ne sera pas utilisable de telle heure à telle heure. Ça n'existe Et, pas. et puis il faut le C'est mettre en ligne à partir d'1 heure du matin quand il n'y a plus personne de connecté exact, dessus. exactement, tout à Et fait. mais Et ça, quand ça on est en n'existe pas. 3.8, on s'arrache les cheveux. Tout à fait. Voilà. Tous les membres des services informatiques qui ont des systèmes assez figés, ils ont l'habitude de travailler en pleine nuit, tandis que là, Maximilien, il est capable de rajouter un champ à tout moment, De la journée. à Bon, je chaud. travaille aussi la C'est, nuit, hein, mais c'est je sais, c'est par plaisir. voilà, d'accord. Là vraiment, je peux faire absolument ce que je veux sans perturber, du moment que je n'efface pas des données. D'accord? Rajouter des données, il n'y a aucun problème. Enlever des données, là, il faut faire attention. Il faut bien vérifier que les données que l'on va supprimer ne sont pas utilisées dans d'autres services. Ouais, dans d'autres D'accord? fonctionnalités, ouais, Voilà. Voilà. ouais. Mais rajouter sans aucun problème. Et surtout, on va être capable de dire qui a le droit de voir la donnée Fonction des profils. en fonction des profils de sécurité. Voilà, tout à fait. On Ok. va être capable de créer des groupes de sécurité et en créer autant que l'on veut, hein. On va donner à chaque membre donc, authentifié dans l'applicatif, on va lui assigner un ou plusieurs groupes. Et à partir de là, au niveau du champ, je vais pouvoir dire que, par exemple, tous les membres vont pouvoir, le R de read vont pouvoir lire la couleur, mais seul l'admin et l'admin éditeur vont pouvoir changer la couleur, la donnée du champ couleur. Ok. Voilà, d'accord. Ça, c'est très important, c'est au niveau de l'utilisation de la donnée, c'est qui a le droit de lire, qui a le droit de modifier. Par exemple, si vous vous mettez à faire des calculs financiers et vous ne voulez pas que les techniciens voient les résultats financiers, vous pouvez directement bloquer le RID. Ils ne vont pas pouvoir voir la donnée. Ok. D'accord? Elle, Voilà. elle est présente, mais visible que de certains. Exactement. En fonction de votre profil, vous allez pouvoir la voir, la modifier ou ne rien faire dessus. Voilà. Ok. On va pouvoir cacher. Et vraiment, il y a toutes les possibilités toutes les possibilités qu'offre Vision permet vraiment de faire ce que l'on veut au niveau de la base de données et de l'accessibilité des utilisateurs à la donnée. Voilà. Alors, Ok. quelque chose d'important, j'insiste énormément auprès des utilisateurs, c'est de commenter, faire les commentaires nécessaires pour bien expliquer ce que l'on fait au niveau de la donnée et on verra ensuite au niveau des workflows, des workflows et smartflows que l'on va utiliser dans quelques minutes. Oui, Voilà. c'est important ce que tu dis, Jean-Claude, parce qu'au début, bah, on part de rien, comme disait Maximilien, on crée une table, et puis une autre, et puis une autre. On commence à faire des liens parce qu'on a des finalités. Et puis un jour, on revient dessus, 1 an après, comme on le voit là. Et si on n'a pas mis, mais pourquoi on a créé cette table, les usages qu'on en fait, eh ben, Exactement. on peut se gratter la tête un moment pour se dire et risquer de doubler une table alors qu'on l'a déjà, et peut-être des fois une petite modif d'affectation à faire ou voilà. Donc, ouais, les commentaires, c'est important. En informatique, Exact. quand on fait du code, de mettre à quoi sert la variable, ben là, les tables, c'est pas qu'une variable, c'est beaucoup, beaucoup de données. Donc, c'est important de dire pourquoi on l'a créé, quel usage on envisageait d'en faire au moment où elle l'a créé, quoi. Exactement. D'accord. Les commentaires, c'est vraiment important, surtout pour la maintenance de l'application. Dans quelques mois, lorsque vous allez revenir là-dessus, c'est pourquoi j'ai fait ça, comment j'ai fait ça. Et comme tu disais, Didier, effectivement, tu vas passer pas mal de temps à te gratter la tête pour comprendre ce que tu as fait.
Alors, je vais juste zoomer volontairement sur la base de données produit, où j'ai un petit logo. Ici, c'est un document. En fait, c'est ce qu'on appelle des aptitudes. Chaque enregistrement de produit, je vais pouvoir lui associer un ou plusieurs documents. Imaginez par exemple que je veuille mettre la documentation technique, le manuel utilisateur, le manuel de maintenance. Je vais pouvoir, dans ce produit, lui associer la documentation. Et à chaque fois que je vais appeler ce produit-là, si j'ai le droit de voir les documents, je vais pouvoir visualiser le PDF de mon écran, aller chercher ce qui m'intéresse pour la maintenance, par exemple. D'accord. Voilà, c'est ce qu'est en train de faire là, Maximilien, il a déjà bien commencé, c'est vraiment mettre la documentation sur chacun de ces produits. Donc là, C'est ici, sur tu parles de produits, mais là, ici, il s'agit d'une base de données. Et cette base attention, de données, elle a une destination d'usage, de stockage et de mise à disposition de documents Word, PDF, Excel, ce qu'on tout veut, à quoi. fait. Voilà, en Alors fait, que le champ d'en dessous, si tu cochais le champ géolocalisation, ça veut dire que cette base de données intégrerait aussi des cartes et peut-être que donnerait le lien avec Maps de Google, par exemple, c'est ça? alors c'est exactement ça, c'est les documents, je vais pouvoir associer à chaque enregistrement de produit, dans ce cas-là, donc à chaque produit, la documentation que je souhaite. Ouais, La géolocalisation, je vais pouvoir donner des coordonnées latitude, longitude ou XY pour ouais. géolocaliser l'élément que je veux dans un espace, soit une carte style Google Maps, soit un layout d'une usine. Imagine que tu aies une usine qui soit assez importante avec 10 machines ou 20 machines. Euh, Tu as les nouveaux entrants dans l'équipe de maintenance qui sont paumés. Si tu as le layout, le plan de ton layout avec chaque machine représentée en X et en Y, la personne va localiser plus rapidement le produit. Oui, et puis pas faire l'intervention sur la machine qui n'avait pas besoin. Ça peut arriver, d'accord? Ça, c'est la géolocalisation. Alors ça, Ouais. c'est très utilisé, par exemple, au niveau de la maintenance, dans un layout industriel, évidemment, mais aussi dans un bâtiment, style, pourquoi pas un hôpital, où tu peux avoir 400 armoires électriques. Tu vas pouvoir géolocaliser ton armoire à l'étage et dans une zone bien concrète de ton étage. Complètement. Ou en pétrochimie sur des kilomètres de tuyaux, d'intervenir sur la bonne vanne ou Exactement, la bonne soupape de sécurité, ça a de l'importance. exactement. Et on va Alors, juste pouvoir. une petite idée, parce que moi, c'est ce que j'ai mis en place pour les rondes sensorielles. J'ai mis en place un système de rondes, et c'est typiquement ça, où les techniciens doivent scanner le QR code qui est associé au bon équipement. C'est-à-dire, je crée un modèle de ronde, où moi-même, je me déplace sur les sites, je dis, bah voilà, il va falloir que le technicien commence par cet équipement, puis cet équipement, puis cet équipement. Et donc, quand il commence sa ronde, il débute une ronde, il reprend mon modèle et il doit aller scanner l'équipement. S'il n'est pas sur le bon QR code, on lui dit, non, c'est pas le bon équipement, retrouve le bon équipement. Et donc, quand il scanne le bon équipement, c'est bon, c'est le bon équipement. Il a tout un tas de questions. Est-ce que la cellule est bien réglée? Est-ce que le moteur fait du bruit? Est-ce que la bande est en bon état? Et ainsi de suite. Et c'est un check-up. Et l'avantage des QR codes, justement, c'est une petite idée là-dessus, c'est vachement important de pouvoir s'assurer que le technicien est au bon endroit. Ça, j'ai C'est faire vraiment. le lien entre l'asset physique et l'asset numérique, Ouais, voilà, qu'on embarque dans un QR code pour le terrain et sur une carte quand on est au bureau. On peut faire ce tout à fait. lien. Exactement, Tout à fait. exactement. La signature. La signature, c'est avoir la possibilité d'associer à un enregistrement une signature, la signature du technicien. Je fais une intervention, je fais mon rapport d'intervention, l'utilisateur, le technicien va pouvoir faire la signature pour signer son rapport, par exemple. Et si jamais il y a il y a besoin d'avoir la signature du technicien et du responsable de l'atelier, eh bien on mettra deux signatures pour avoir la double signature sur le rapport. Voilà, tout simplement. Le tag, je vais pouvoir. Imagine par exemple que tu aies des armoires
diverses, armoire plutôt d'application, armoire General Electric, armoire pneumatique, etc. Je vais pouvoir créer des tags pour pouvoir filtrer très rapidement. Je vais pouvoir dire, par exemple, donne-moi la liste de toutes les armoires d'application présentes. C'est juste un filtre de type tag, donc de type objet, qui va me lister uniquement le type de produit que je souhaite. Donc, il y a le filtre dont parlait Maximilien tout à l'heure, le filtre par rapport à un mot-clé, qui sera présent dans n'importe quel champ de mon modèle, mais aussi je peux le taguer en fonction d'une fonctionnalité de mon enregistrement, armoire de type ELEC, de type méca, de type ce que je veux, etc. Alors, oui, tout à fait. Ou ça peut être aussi ce qui est très utile quand on raisonne en termes de maintenance d'un réseau. Sur un Oui, réseau, tu peux avoir des vannes, des tuyaux, des isolations, des clapets, et toi, tu cherches pas la vanne ou le clapet, mais tu cherches à traiter tout ce réseau-là. Donc, quand tu cliques sur ce tag que tu auras appelé réseau A, réseau d'eau chaude ou sanitaire ou ce que, eh ben, tu vas voir apparaître et le ballon d'eau chaude et le circulateur et la vanne et ceci et cela, quoi. Alors que exactement. si tu avais été par les équipements, tu n'aurais eu que les vannes et toutes les vannes, dont les vannes du réseau d'eau chaude, et tu aurais toutes les pompes, mais pas les autres. Voilà. Donc le Voilà, tag est très très intéressant aussi quand on justement tu parles en termes de fonctionnalité. Euh, et bon, il y a des GMAO qui présentent des arborescences fonctionnelles, des arborescences budgétaires, des arborescences techniques. Et là, le tag est intéressant parce qu'on peut mixer les relations de choses, d'entités qui n'ont rien à voir entre elles, mais qui sont quand même sous une même coupelle d'un tag, d'un drapeau qu'on peut référencer de cette exactement. façon. C'est très Et intéressant. tu, et tu peux coupler les deux, le tag et la recherche mot-clé. D'accord. D'accord? Tu peux vraiment coupler le tout et avoir une recherche beaucoup plus fine. C'est D'accord? génial, ça, oui. Voilà. Et le magnète, c'est ce qui permet de faire les fameux tableaux blancs avec les post-it. Donc, c'est une fonctionnalité de type déplacement où je vais être capable de passer un produit, par exemple, d'une fonctionnalité d'un état, par exemple, à un autre état par un simple glissé. D'accord? Ça, Glycée-collé. c'est la fonctionnalité magnète. Voilà. Ok. Voilà. Alors, évidemment, le résultat derrière, c'est quoi? Ce sont des bases de données où je vais avoir, par exemple, pour toutes mes réservations, je vais avoir à plat toute la réservation, toutes mes réservations que j'ai effectuées. Donc, Tout ce que ouais, donc là, j'ai c'est la base de données non plus par les titres de colonnes, mais en mode tableur avec le exactement, contenu de chacun des libellés des champs, exactement, mais en mode colonne tableur, quoi. exactement. Ces tables-là, je vais pouvoir effectivement importer depuis un CSV. La pré-remplir, imagine que j'ai déjà un logiciel ou une base de données sous Excel, je vais pouvoir la pré-remplir en faisant un import de type CSV, d'accord? Ouais. Mais après, j'ai vraiment la donnée, les données que je peux modifier aussi à chaud. Rien ne m'interdit de rentrer à l'intérieur et de faire une modification. Ok. Bon, ça c'est lié qu'à C'est celui dangereux. qui est en mode administrateur, hein, Il n'y a que l'administrateur qui peut le faire, ça, ouais, effectivement, hein. ok. D'accord? Donc, peut-être que maintenant, Jean-Claude, on peut regarder justement, maintenant qu'on a vu comment on avait Exactement. structuré les affichages, tant sur PC que sur téléphone, comment sont structurées les bases de données et les informations, là, ici, en mode table, à l'intérieur de ces données sur le serveur. Comment tout ça, tu le mets en lien, en usage avec la partie workflow, c'est ça? C'est ça, les workflows. Donc, en fait, hop, ici, j'ai la liste de tous mes workflows. Les workflows, c'est donc une fonctionnalité, on va dire, c'est un processus qui va être développé en fonction de ce que j'ai développé, en fait. D'accord? Comme, Donc, la présentation visuelle ressemble aux bases de données, mais là, c'est pas du tout la même. exactement. Les yeux voient un peu la même chose que ce que tu as montré tout à l'heure, mais là, ça a une autre finalité, hein. Voilà, ça a vraiment un autre aspect où on voit une succession de boîtes, on va dire, hein, graphiques. Et si je regarde ici, j'ai la possibilité de mettre
mes programmations, ce qu'aurait fait un informaticien, il aura, pour faire une recherche, il aurait mis des dizaines et des dizaines de lignes. Ouais. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'en fait, on a mis, hop, via le clic bouton droit, je viens rajouter des nœuds qui sont présents, avec chaque nœud qui a une fonctionnalité. Je vais, par exemple, le premier nœud que je vais utiliser, c'est le nœud départ. C'est je démarre à ce niveau-là. Puis derrière, je vais faire, par exemple, et tu en parlais tout à l'heure, j'ai un module de recherche. Hein. Je vais créer une variable. Et pour indiquer au logiciel que je vais sur une tâche suivante, je vais utiliser une espèce de fil d'Ariane en fait. Je vais pouvoir, par un drag and drop, lier une étape à une autre par le biais de cette ligne-là. Chaque entrée qui se trouve à gauche de mon nœud, de ma boîte, m'indique quel est le type d'information que je peux avoir à l'intérieur. Et en sortie, c'est quel est le type d'information que je vais pouvoir donner vers l'extérieur. D'accord? Et là, je vais pouvoir faire, comme disait Maximilien, je vais faire une recherche dans une base de données, par exemple sur tous mes réservations. Je veux, par exemple, uniquement ceux où la date, on va faire tous ceux de la marque est égale à Bosch. Ce que disait Maximilien, c'est qu'en fait, via le nœud recherche, je vais être capable d'aller chercher parmi tous les enregistrements, je reviens dans le data, on navigue énormément, hein, je vais rechercher tous les enregistrements qui ont pour la marque Bosch. Et il va me donner que celui-ci, par exemple. D'accord? Ouais, Voilà comment je peux, d'une manière très simple, faut juste que voilà, d'une manière très simple, par juste des liaisons graphiques. Donc c'est pour ça que je parle d'une programmation de style graphique. Je vais être capable de, je vais juste pour vous montrer, si je fais un aperçu, ça c'est le gros avantage de Vision, c'est que sans publier, je peux faire un essai pour un de essai faux. visuel de rendu Ouais, pour de du faux. résultat. Ouais, c'est exactement ça. Alors, je vais juste dire que c'est moi. Voilà, hop, j'ai une erreur. Plusieurs points d'entrée et j'ai oublié de supprimer celui-là. Hop, c'est pas grave. Arrêtez. Aperçu. Voilà. Et voilà. Ici, dans le debugger, je suis capable de voir le résultat de ce qu'il m'a fait. Alors, tac, tac, tac. Parmi les réservations, vous voyez qu'il me fait uniquement ceux qui ont comme marque ou comme référence le père, enfin, tous ceux qui sont de marque Bosch en fait. Hein. Et concrètement, je n'ai qu'une seule référence, Ouais, c'est celle-ci. la lisseuse Voilà. 2, ouais. Voilà. Vous voyez que donc, en 30 secondes, je suis capable de faire un filtre sur toute la base de données, sur des millions de données. Alors, nous, concrètement, on a bloqué à 1000 données, mais rien ne m'interdit de dire je veux vérifier sur les 1 million de données possibles, voire plus. Tu me recherches parmi toutes les données que je t'indique ici, celles qui ont Bosch dans le produit qui est réservé. Vraiment, en 30 secondes, je suis capable de faire un tri de ma base de données. Et après, derrière, de réutiliser, évidemment. Une fois que j'ai mon résultat ici, derrière, je vais pouvoir dire cherche-moi ceux qui appartiennent à tel utilisateur, par exemple.
etc., etc. D'accord? Il y a des fonctions, tout plein de fonctions. Donc on retrouve le nœud départ, le nœud fin, la possibilité de faire des choix multiples. Là, on va donner à l'utilisateur la possibilité de dire qu'est-ce que tu veux faire. Tu veux continuer, tu veux annuler, tu veux revenir en arrière. Ce seront des boutons sur lesquels il va pouvoir appuyer. On va annuler la fonctionnalité, les conditions. Si la valeur est égale à ce que je lui dis, alors tu fais ça. Sinon, tu fais autre chose. Et c'est juste un bouton. Si, par exemple, et là je vais faire une fonctionnalité qui est une fonction sur tableau, puis on travaille, il y a un qui assiste là, c'est Jean-Luc, qui avait l'habitude de travailler sur des données simples comme des strings, des états, etc. Et je lui ai montré comment travailler sur les objets. Donc c'est en fait des tableaux, hein, et là je vais dire, et depuis il profite largement de Vision, il devient un maître S-Vision maintenant. Je vais pouvoir connaître le nom, la longueur, voilà, la longueur de le nombre d'enregistrements, et si c'est, vous voyez, d'un simple clic, si c'est supérieur à 1, si c'est vrai, alors je fais quelque chose. Si c'est faux, je fais autre chose. C'est vraiment quelque chose de très graphique, très simple d'utilisation. Alors j'ai l'habitude de dire que la seule euh, connaissance nécessaire, c'est une connaissance de logique. Et Parce qu'il là, y a Jean-Claude, là, ça donnerait quoi le résultat de ce que tu viens de rajouter, mode tableau et ceci? voilà. Si, alors ici, je peux faire, par exemple, je vais mettre alerte, je vais mettre un panneau. Je vais mettre un panneau. Si c'est faux, hop, et ça va être vrai, donc je vais faire l'autre. Hop. Si c'est vrai, alors plus d'enregistrement, et là je vais mettre il y a trop d'enregistrements, par exemple. Et je vais mettre un panneau de type erreur, par exemple. Hein. Alors, si c'est supérieur, ouais. Si je fais un aperçu, voilà, voilà, il vient me mettre un panneau parce qu'il a détecté qu'il y avait plus d'enregistrements. Et là, et je vais mettre un autre panneau ici, si c'est faux, et là je vais mettre il n'y a pas d'enregistrement, par exemple. Et là je vais mettre, je vais pas mettre bon, je vais mettre Toto. Oui, donc là, il n'y a pas de Toto dans la base. Voilà, il Et n'y a si pas de tu Toto fais dans un la base, aperçu, on donc va avoir je une vais erreur avoir, qu'il n'en voilà, trouve pas. exactement. Il n'y a Ok, pas d'enregistrement. D'accord? ok. Et alors le gros avantage, c'est que je vois par où le processus est passé. Ah, Donc les là, petits vraiment, on pointillés. suit le processus. Voilà, Hmm. les pointillés m'indiquent les routes qu'a utilisé le logiciel pour aller vers le résultat. Ah, c'est génial parce qu'en mode conception, effectivement, quand tu testes ton processus de développement d'application, ça te permet de savoir et de tester tout de suite les différents cas et de voir si c'est juste ou pas, quoi. Exactement. Parce Avant que la de difficulté publier, quand on traite de grandes quantités de données, c'est qu'il y a toujours des cas exceptionnels et c'est bien de pouvoir tester pour vérifier si ce qu'on va obtenir comme résultat est fidèle à la réalité des données qui sont stockées dans les bases. Ok. exactement, exactement. D'accord. Voilà un petit peu le détail. Je suis capable de créer mon workflow, pardon, de manière simple, avec ma logique à moi, et faire mon bout d'application
Et toutes les applications, les unes après les autres, vont pouvoir me permettre de faire des applications complètes. Parce que chaque application, je reviens dans les applications, chaque bouton qui se trouve ici, je vais demander d'exécuter un workflow. C'est-à-dire l'appui du bouton est le déclencheur de mon bout de programme. D'accord. D'accord? Donc, en fait, mon écran ici est un lanceur d'applicatifs, de micro-applicatifs que je définis ici dans mes workflows. Et donc là, si on rajoutait un bouton, par exemple, je ne sais pas quoi, non, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'il soit Euh, facile, non? oui, il n'y a pas de souci. Tiens, je vais faire un petit workflow. Je vais créer un nouveau workflow. Envoi de mail. Hop, Ok. par C'est-à-dire exemple. que quelqu'un qui va avoir réservé une perceuse, machin, ça va lui envoyer à lui un mail ou un mail au responsable du magasin, par exemple? Ouais, voilà, voilà. Et alors ça, je l'ai déjà fait ici, mais effectivement, je peux, je peux envoyer un email pour dire à la personne, tu viens de réserver ton produit. D'accord? C'est juste des nœuds, je vais le faire ici, un envoi de mail. En fait, c'est que j'ai un nœud départ. Je vais demander, lorsque j'appuie sur cet élément-là, je vais pouvoir dire, je veux faire un email. Je vais décider à qui je veux faire. Je Alors vais, par exemple, là, ce que j'ai vu, Jean-Claude, je te coupe, juste tu as tapé mail et ça t'a amené tout de suite exact. la Ouais, boîte ou les boîtes parmi lesquelles tu aurais pu trouver. voilà, Ah ici, ouais, parce que j'ai. le nombre de possibilités est colossal dans ce logiciel. Donc, Ouais. tu pourrais balayer un paquet de temps. Alors, si tu sais où trouver, là, ça se trouve, mais en tapant mail directement, ça t'amène sur les Et boîtes. les mots-clés, effectivement, il Ah, va te c'est filtrer en fonction du mot que tu recherches. excellent. D'accord? Voilà. Alors, je vais faire un envoi de mail, par exemple. Le corps, je vais pouvoir créer un. La même chose, tu vois, je vais taper texte, parce que bon, je connais, c'est un texte formaté. Je vais pouvoir mettre ici un texte. Hop, test de l'envoi de mail. Voilà. Et ici, je vais pouvoir dire, par exemple, que je veux envoyer le mail à. Alors, ça peut être soit à une seule personne, hein. Hop, je vais me l'envoyer à moi, par exemple. Ou je peux mettre en variable. Ici, je peux le créer avec des variables. Et là, si je fais un fin, rien qu'en faisant l'aperçu, voilà, j'ai dans transaction, j'ai un mail qui est parti, voilà, qui a D'accord. été envoyé à mon adresse. Donc, même chose, je peux regarder ce qui est fait au niveau de la transaction. Donc, c'est en fait ce que ferait l'application dans la réalité. Là, il ne le fait pas parce que je suis en mode débugage, d'accord? Oui, en mode Mais aperçu, en mode test, ouais. voilà, c'est un aperçu. On ne fait pas les enregistrements. Ok. D'accord? Voilà. Voilà un exemple d'envoi de mail tout simple, fait en 30 secondes, hein. Juste pour que vous sachiez, l'application de réservation d'outils, ça a été 4 jours de travail. Ok. On gagne énormément en rapidité en réduction de temps de développement. C'est un petit peu ce que disait Maximilien dans sa présentation. Voilà. Oui, on gagne du temps. Alors, bon, peut-être qu'au départ, il le disait aussi, il faut se former. C'est pas Ouais. forcément simple comme ça. Ça se fait pas non plus du jour au lendemain. Mais en commençant petit, oui,
L'avantage, c'est qu'on peut très vite développer, améliorer, performer, et puis vous êtes là pour appuyer cette aide au développement, évidemment, hein. Vous n'êtes pas Exactement. livré tout seul avec un tel outil, j'imagine. Exactement. Non, non, il y a un accompagnement qui est nécessaire et on s'occupe vraiment du client à lui trouver la solution à chacun de ses problèmes. Ok, Si tu me donnes ouais, encore ouais. 3 minutes, juste Les liens qu'on a avec les ERP, CMR exactement avec 10 mots, et d'accord? GMAO, là, ici, donc les API que tu as mises en œuvre pour aller Exactement, chercher de la donnée dans Dimoment MX ou pour aller rentrer de la donnée dans Dimoment MX. exactement. On a tout logiciel, si je regarde le Swagger de Dimon, par exemple, hop, je sais. Alors, Swagger, c'est Je quoi comprends bien. Swagger? Alors, le Swagger, ce sont des pages qui sont créées automatiquement par le système sur lequel tu vas te connecter, qui te dit comment te connecter pour faire telle ou telle fonction. D'accord? Il te D'accord. donne des éléments qui sont nécessaires à la connexion. Le tenant, dans le cas de Dimon, d'accord, il va me demander, voilà, c'est ce qu'il me demande là concrètement. Et évidemment, il y a toute une partie de sécurité. Bah D'accord? oui, Il y a oui. une clé. C'est comment obtenir de la donnée en toute sécurité et comment rentrer dans le système de la donnée sécurisée. Exactement. D'accord? C'est comment vraiment sécuriser la liaison, le passage d'informations d'une application vers une autre, En toute d'accord? sécurité, quoi. En toute sécurité. D'accord? Dans un Voilà. sens comme dans l'autre. Le Swagger, c'est vraiment, il te dit comment faire structurer ta donnée pour l'envoyer vers l'autre ou à l'inverse, si tu demandes à l'autre de la donnée, comment est-ce qu'il va te la retourner. Ok. D'accord, c'est ça. Et Ma- ici, pardon, oui, Ouais, j'allais dire, Maximilien, tu peux nous rassurer donc sur les faits, effectivement, ces outils, le fait que tu les utilises en multisite, donc à travers toute la France et peut-être même plus largement, que tu n'as pas rencontré de problème de sécurité sur les réseaux informatiques de DPD, que ta DSI ne t'est pas tombé dessus à bras raccourcis en disant, mais c'est quoi cette application, cet outil? Il y a eu un gros travail au départ avec les équipes donc d'Algotech et notre DSI, avec notre RSSI, pour justement s'assurer de ce qu'on mettait en œuvre chez DPD. Et en fait, ce qui en est sorti, c'est que déjà, ce qui est déjà proposé par Vision sur, en l'occurrence, le stockage des données en termes de RGPD, en termes de sécurité, voilà, d'accès aux données, ça a été validé, notre DSI a validé les données, et pourtant on est une DSI qui est assez pointilleuse et assez Exigeante. exigeante, voilà, à ce niveau-là. Et non, je confirme que ça a été validé par le groupe DPD, mais aussi par le groupe La Poste. Donc on est quand même sur des Ouais. données qui sont plutôt très, très, très Très fiables. Voilà. Très, sécurisé, très sachant sécurisées que plutôt, ouais. c'est important de rassurer les gens que tout à cette fait. technologie est vraiment mature et notamment sur le plan de la sécurité qui aujourd'hui peut faire peur à certaines personnes de s'investir dans cette démarche. Mais c'est vraiment un outil maintenant mature et qui garantit des résultats Mhm. à la fois sécures et performance et efficience. Et je vais rajouter une petite donnée importante. Il faut savoir que les serveurs Vision, puisque c'est du SaaS, se trouvent en France, en Europe de l'Ouest, d'accord? Et en France, c'est si demandé. Donc, il n'y a pas de souci au niveau de données qui pourraient être utilisées par d'autres pays. Ok, ben merci. D'accord? Alors, Voilà, autre chose qu'a dit Maximilien et qui est très important aussi dans la gestion des données, c'est le RGPD. Et tout à fait. aujourd'hui, on a des systèmes Google ou Amazon ou autres qui ne sont pas forcément conformes à la réglementation française du RGPD. Et donc, c'est important de le dire parce que l'outil Vision, si j'ai bien compris, Algotech, là, est conforme à la réglementation en termes de RGPD. Et ce qui n'est pas forcément le cas d'autres outils. Tout à fait. Après, attention, la personne qui fait les applications doit lui aussi être conforme dans le partage des données. Oui, complètement. C'est pas parce D'accord? que l'outil permet de faire les choses conformément que l'usage qu'on en fait Exactement. derrière, finalement, est conforme. Exactement. La D'accord? responsabilité à celui qui crée l'outil aussi d'être Voilà. conforme à la réglementation dans ce qu'il fait, dans ce qu'il met en œuvre et l'usage qu'il fait des données. Exactement.
Tout Voilà. dépend de la manière, effectivement, avec laquelle on utilise les données, mais après, libre à l'utilisateur de pouvoir adapter en fonction de son besoin et de la sécurité des données personnelles l'outil. Soit on se dit, on peut mettre en début d'utilisation du logiciel la petite page qui nous dit vous rentrez dans une application, vos données seront stockées, ou voilà, c'est ça aussi, c'est modulable, libre à chacun de faire ce qu'il veut et de mettre son degré d'exigence en termes d'RGPD. C'est souple et respectueux de la réglementation. C'est ça. Exactement. Mhm. Ok, Jean-Claude, vas-y, finis Voilà. sur les API. Et donc là, on se trouve avec le nœud service qui est le nœud de gestion des communications avec les autres outils, d'accord? Je viens donner l'URL, c'est-à-dire le lien de connexion à l'autre applicatif, et je lui passe toutes les données qui sont définies dans le Swagger. Et en sortie, je reçois la réponse du serveur et je viens la traiter, la travailler. Et là, ça me permet, par exemple, de connaître tac, 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 si le produit est en état. Je vais créer un produit, là, concrètement. S'il y a un nouveau produit chez Dimo, je viens le créer. Voilà. Ok. D'accord? Voilà, de manière toute simple, c'est vraiment ce nœud service qui, lui, a toute la connaissance sur la connexion vers l'extérieur. Et même chose pour ceux qui ont besoin de communiquer des données vision vers l'extérieur. Vous allez pouvoir créer votre propre API. En fait, c'est notre SmartFlow. Elle est accessible directement dans cette URL que vous avez créée, que l'on a créée pour vous, et vous allez pouvoir lui demander les informations et recevoir les informations. La même chose que ce que l'on a pu voir sur le Swagger de Dimo, on génère automatiquement le Swagger de Vision, et avec toutes les informations nécessaires pour la communication. Voilà, donc on génère le même type de document en automatique. D'accord? Ça veut dire qu'à Donc, chaque application qu'on crée, on crée aussi la documentation API automatiquement. Il n'y a voilà, pas le besoin Swagger. d'aller créer tout ça. D'accord. D'accord? Et donc, peut-être partager, réutiliser pour l'interconnexion de Vision avec un autre applicatif. Donc, c'est un autre applicatif, on parle de RP, de CRM, d'MES, de GMAO. GMAO Pourquoi pas de l'IoT? et de l'IoT, où effectivement, les réseaux LoRaWAN, Sigfox, etc., et les plateformes de monitoring. Tiens, je vous montre vite fait, je vais juste partager mon écran. Donc, la possibilité, effectivement, d'installer des capteurs de pression, de température, de ouverture de porte, de Exactement. présence d'eau, etc. Et Ouais, l'information peut remonter directement dans la GMAO ou dans Vision grâce à ces outils d'autorisation, de communication, de données de façon parfaitement sécurisée, quoi, en fait. Cam derrière, si vous Oui, voyez oui, oui. ma On cam, a ton ouais, écran téléphone. voilà. Est-ce que vous avez la caméra aussi? Bon, Alors, ben, vous voyez oui, en oui, fait que oui. chez moi, je suis à 19 degrés sur 19. Et je peux m'amuser à allumer et éteindre avec Vision l'éclairage, d'accord. d'accord? Et oui, c'est du Zigbee, pardon, donc qui est pilotable avec un petit Raspberry pour ceux qui connaissent. Et hop, c'est vraiment de l'IoT, tout est en radio, Ok. Donc, chez toi, d'accord? tu as un module quoi qui te permet d'allumer comme ça? C'est un petit Raspberry. Raspberry. Ok. Un Raspberry qui avec un petit module Zigbee et l'éclairage et les thermostats sont en Zigbee. Donc c'est un D'accord. réseau alors plutôt domestique, mais effectivement, dès que j'ai un applicatif qui me permet de gérer des API et en même temps tout mon réseau qui soit en radio ou le Raspberry par exemple permet aussi de faire du LON, du KNX, qui permet de faire du Sigfox. ouais, un petit peu de tout ce que l'on veut en fait, hein. Et automatiquement, je peux m'amuser à piloter depuis Vision
l'IoT et je peux recevoir des informations via les API pour avoir une visu de mon installation. Ok, mais c'est vraiment Voilà. intéressant. Je vais aller me connecter sur un cas d'usage qui est assez parlant sur la partie donc plan, le module plan de Vision. Voilà, donc là, je me connecte sur une interface de démo. Donc, on peut voir que Vision accepte ici des fonds de plan de type cartographie. Donc là, par exemple, on veut localiser des parcelles de vignobles. Donc, on n'est pas forcément sur de la maintenance dans ce cas-là, on est plus sur de l'exploitation. On va retrouver donc les données liées à ces parcelles. Mais on peut aussi naviguer sur des interfaces de type plan. Par exemple, un plan d'hôpital. Ici, sur lequel on va pouvoir positionner, par exemple, des éléments de sa base de données qu'on va retrouver ici. Alors, en l'occurrence, ici, ce sont des tableaux électriques. Par exemple, le TGBT cuisine qui pourrait se trouver ici. Et là, je vais retrouver les données qui étaient dans ma base de données et notamment les circuits électriques qui sont liés à ce tableau. Donc, on peut aussi avoir ce management visuel qui est très pratique en termes d'interface pour pouvoir aller chercher de l'information. C'est un petit complément que je voulais ajouter puisqu'on ne le voyait pas forcément dans le cadre de l'application qu'a présenté Jean-Claude. On pourrait très bien, plutôt que de fonctionner avec le mode, pas tag, mais QR code, cliquer sur cet endroit-là, sur le plan, et déclencher une demande d'intervention qui serait Exactement. localisée sur le bon équipement parce qu'il serait représenté sur le plan. Donc on n'est pas très loin de la démarche BIM qu'on Oui, cherche à c'est mettre ça. en place dans les nouvelles installations dans les nouveaux bâtiments. Tout à fait. C'est vraiment le sujet du BIM exploitation maintenance où on va pouvoir faire le lien entre l'accès géographique et la GMAO, par exemple. Donc connaître dans un local toutes les interventions qu'il y a eu, sur un objet, toutes les interventions qu'il y a eu, ou déclencher des interventions depuis un plan ou une carte. Donc ça, c'est un module qui plaît beaucoup à nos clients. Merci à tous pour cette contribution et à la réussite de cet événement. Et puis, Enguerrand, je te laisse le mot de la fin. Bah, merci, n'hésitez pas à nous contacter. Vous savez où nous trouver sur Internet, algotech.vision. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà. Sébastien, Jean-Luc, peut-être de 10 mots, un petit mot pour clore aussi cet événement. Eh bien, merci de nous avoir donc fait participer à cette session. On espère que voilà, vous avez pu voir les liens que l'on pouvait établir entre une GMAO et une solution no-code très innovante, voilà, qui vient apporter beaucoup de valeur ajoutée. Donc, on est à votre disposition si vous souhaitez approfondir ces sujets. Merci Didier encore et Enguerrand et Merci l'équipe. à vous, Merci messieurs. Jean-Luc, merci Didier. Allez, à la prochaine fois. Merci. Merci. Au revoir. Merci, Au revoir. excellente Merci à tous. fin d'année à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne fête. Au revoir.